Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTS, le journal. Voici les titres. Le chef de l'État accueille de nouveaux diplomates accrédités à Dakar. Les ambassadeurs du Royaume d'Espagne et de la Côte d'Ivoire ont présenté leur lettre de créance au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ils prennent officiellement fonction comme représentants de leur pays au Sénégal. La dette du Sénégal en question, 1800 milliards en 2024, trop. Pour certains, le sujet fait débat quand le FMI dit que notre pays présente un profil de risque de surendettement modéré. Des voix s'élèvent pour alerter. Le Sénégal doit compter sur ses propres ressources au risque d'hypothéquer sa croissance. C'est le sujet de la rubrique économie de ce jeudi. Le chapelet en objet de culte incontournable au Dakar de Médina Gounass. Chaque pèlerin se le procure pour vivre pleinement les 10 jours de la retraite spirituelle. Sur le site, les hommes s'occupent de la nourriture. Ils sont obligés de le faire à la place des femmes interdites d'accès sur les lieux. Gaston Mbengue s'est éteint hier. Le Don King de la lutte sénégalaise est décédé ce mercredi des suites d'une longue maladie. Il quitte ce bas monde et l'arène après avoir grandement contribué au rayonnement de ce sport traditionnel qui a réussi à se moderniser grâce à son engagement. Bienvenue à tous. Nous reviendrons au cours de cette édition sur le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce jeudi. 2 diplomates nouvellement accrédités à Dakar ont présenté leur lettre de créance au président de la République. Les ambassadeurs du Royaume d'Espagne et de la Côte d'Ivoire prennent ainsi officiellement fonction comme représentants de leur pays au Sénégal. Ils ont eu droit aux honneurs dus à leur rang, Aboubakry Kane. La présentation des lettres de créance officialise l'entrée en fonction de l'ambassadeur. Un rituel républicain auquel vient sacrifier la diplomate espagnole María Dolores Ríos Peset. Après les honneurs qui lui sont rendus par un détachement de la garde présidentielle, le nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne au Sénégal remet ainsi le document officiel d'accréditation en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au chef de l'État. Elle a déjà eu à servir en Afrique, notamment en Namibie et au Cap-Vert. Diplômée en droit et diplomate de carrière, María Dolores a été sous-directrice de la coopération avec l'Afrique subsaharienne. Ambassadeur en mission spéciale pour les affaires d'immigration en 2022, elle a été promue ministre plénipotentiaire 2e classe depuis septembre 2023. La Côte d'Ivoire a également un nouvel ambassadeur à Dakar. Le nouveau chef de la mission diplomatique ivoirienne au Sénégal est ainsi chargé du renforcement de la coopération bilatérale et des relations d'amitié et de partenariat entre Dakar et Abidjan. Mamadou Aïdara a été ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis de 2018 à 2021. Il était, depuis février 2022, conseiller diplomatique à la présidence de la République avant sa nomination comme ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal. La spéculation foncière gagne du terrain au Sénégal. Vous l'avez vu hier avec la visite du président Bassirou Diomaye Faye sur le site de Mbour 4 et de la nouvelle ville de Thiès. Beaucoup de parcelles qui ont été morcelées en toute illégalité avec des complicités. Accéder en lopin de terre devient un véritable parcours du combattant. Mbour est un révélateur d'une gestion domaniale à corriger pour qu'on soit un rêve possible. Une affaire d'État et de l'État. Président, inspecteur des domaines, c'est une chronique signée Oumar Diaw. Si le 1er mai est déclaré chômé et payé, il ne l'a pas été pour tous. Pas pour le nouveau président qui n'a pas ménagé sa peine. Puisqu'il n'avait pas réuni le Conseil des ministres, il pouvait s'occuper ailleurs. Une visite inopinée, enfin pas tout à fait, car visiblement, l'administration territoriale et la sécurité trouvées sur les lieux prouvent que certains étaient dans le secret des dieux du palais. Mbour 4, qui se trouve à Thiès, suscite bien des convoitises, des appétits gargantuesques de ces mangeurs de terre. L'ex-souf, ce n'est pas bon. Et habituellement, cette pratique, toujours menée en cachette, est interdite aux enfants et peut leur valoir une sévère correction.
Transposée au foncier, la chose prend un autre sens. Ce ne sont plus les mômes qui bouffent de la terre, mais de gros diables spéculateurs en diable qui s'arrogent, s'attribuent, sans y avoir droit, des hectares et des hectares, alors qu'ils ne savent même pas convertir ces unités de surface en mètres carrés. Mbour 4 est le reflet éblouissant, l'écho assourdissant de la prédation foncière en cours. De Mbane à Diass en passant par Ndingler et Dakar, les conflits, les litiges et les tensions autour de la terre se multiplient. Les communautés autochtones n'acceptent plus que des allochtones viennent s'approprier des étendues qui ont traversé des âges. Depuis quelque temps, même des espaces protégés, mis en défense et classés depuis l'époque coloniale, sont en train subrepticement d'être déclassés et soumis à la force ainsi qu'à la loi de la hache ou des pelles mécaniques plus dévastatrices. Le littoral dakarois, battu par des vagues d'affairistes, charcuté, érodé et défiguré, respire mieux depuis l'arrêt de tous les chantiers en front de mer qui obstruent la vue sur le large et freinent la circulation apaisante des alizés. Si l'on veut un toit pour le maximum de Sénégalais, il faudra un autre rapport au foncier et plus généralement au domaine pour ce qui est de l'occupation et de la mise en valeur. En quoi les affaires domaniales sont-elles une priorité pour le président? Vous oubliez que c'est un inspecteur des impôts et des domaines. Ah, d'accord. Et puis une loi pour protéger tous les défenseurs des droits de l'homme au Sénégal. La réflexion est entamée. Pour les principaux acteurs, il s'agit de permettre à ces derniers de faire correctement leur travail sans se soucier des entraves comme les arrestations ou la prison. Moussa Mané. Ils sont activistes, journalistes, artistes, membres de mouvements citoyens, de la société civile et d'ONG. Leur dénominateur commun, la défense des droits de l'homme, une activité qu'ils mènent parfois au péril de leur vie. On a vu d'ailleurs, lors des derniers événements qui ont eu lieu au Sénégal, le dernier processus avec tous les activistes qui ont été emprisonnés, les militants des organisations citoyennes, de la société civile, les institutions qui ont été persécutés par le gouvernement. On a vu ces emprisonnements, on a vu tout et ça a montré à quel point on était vulnérable. Ça a montré à quel point on n'était pas protégé et on a estimé que le moment était bon, le momentum il était bon pour qu'on puisse avancer dans cette initiative de la coalition sénégalaise des défenseurs des droits de l'homme. Dans cette initiative, la coalition sénégalaise des défenseurs des droits de l'homme est allée très vite avec un avant-projet de loi. Un document soumis à la réflexion aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs en vue d'intégrer toutes les recommandations avant de le déposer sur la table du gouvernement. C'est ça l'intérêt de cette rencontre-là. Encore une fois, qui est une rencontre de contribution, d'échange d'abord, mais de formulation de propositions au gouvernement qui a pris des initiatives qui sont saluées par la plupart des Sénégalais et qu'on pense qu'il est important de renforcer pour approfondir la démocratie au Sénégal et pouvoir sécuriser des acquis pour se dire plus jamais ça. Tout ce qu'on a vécu dans un passé récent, surtout plus jamais ça. Se doter d'une loi relative à la protection des défenseurs des droits de l'homme est une recommandation des Nations Unies. Cette loi reconnaît l'importance des défenseurs des droits humains dans la protection des droits et des citoyens. Avec l'avènement du nouveau gouvernement, il y a eu l'initiative du président d'avoir une loi sur les lanceurs d'alerte. Nous estimons que c'est peut-être une très bonne idée parce qu'il y a quand même des spécificités en ce qui concerne le travail des lanceurs d'alerte qui ne sont pas forcément partagés par les défenseurs des droits humains. Et donc nous allons certainement vers une loi spécifique aux défenseurs des droits humains. Et le but de ce réunion justement d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous puissions travailler sur la loi spécifique sur les défenseurs en faisant en sorte que l'aspect lanceur d'alerte soit pris en compte intégralement par l'initiative du président de la République. En reconnaissant aussi son apport dans les avancées démocratiques, le défenseur des droits de l'homme doit être protégé. En Afrique, 5 États ont adopté cette loi. La coalition nationale travaille ainsi pour que le Sénégal soit cité en exemple. En marge de cet atelier, Seydi Gassama, président Amnesty Secteur Sénégal, appelle la justice à faire son travail avec les rapports publiés par la Cour des comptes et par l'OFNAC. Le voici au micro de Moussa Mané. Il faut que le procureur puisse faire son travail sans aucune interférence de l'État.
Et c'est la promesse que le nouveau gouvernement nous a faite, c'est de ne pas interférer avec les procédures judiciaires. Donc nous attendons à ce que ces rapports ne finissent pas dans les tiroirs ou que les nouvelles justices ne mettent pas le coude sur ces rapports, mais qu'ils les transmettent à la justice. Et il appartient à la justice de faire son travail. S'il y a des personnes qui ont commis des infractions suffisamment graves pour être poursuivies, qu'elles soient poursuivies. Parce qu'on ne peut plus continuer dans ce pays à accepter que dans les ressources publiques soient gérées comme des patrimoines propres par ceux à qui on les a confiés. Ce sont les biens du peuple sénégalais, un peuple qui est confronté à beaucoup de problèmes de santé, d'éducation pour les enfants, de logement. Il n'est pas acceptable que des personnes qui gèrent les biens publics, évidemment, puissent détourner ces biens publics à leur profit, au profit de leur clan. Donc nous attendons à ce que ces rapports, tous ces rapports, soient transmis au procureur et surtout que le procureur fasse son travail. 107e Forum mondial de l'eau, il se tiendra du 18 au 25 mai. Une plateforme unique où la communauté de l'eau et les décideurs se retrouvent pour échanger et voir comment régler le problème de l'accès aux liquides précieux et la lancinante question de l'assainissement. L'eau pour une prospérité partagée, c'est le grand défi à relever. Anaïs Nyanyamane. Prévu du 18 au 25 mai 2024 à Bali, en Indonésie, le 10e Forum mondial de l'eau est une rencontre qui regroupe tous les acteurs de l'eau et les décideurs politiques. À l'issue du 9e Forum mondial de l'eau, il y a eu la déclaration de Dakar, un Blue Deal pour la sécurité de l'eau et de l'assainissement, pour la paix et le développement. Et que depuis lors, dans l'agenda mondial de l'eau, le Sénégal s'est positionné comme un leader qui est très attendu à chaque fois. Et d'ailleurs, on est positionné pour l'organisation de la prochaine conférence des Nations Unies sur l'eau. Donc, compte tenu de cette importance qui est accordée au Sénégal en matière d'hydrodiplomatie, en matière de coopération, donc on est en train de travailler pour montrer un peu les acquis de l'État du Sénégal et toutes les initiatives que le Sénégal est en train de prendre en matière d'eau. Et avec le projet de transformation systémique du nouveau gouvernement, les plus hautes autorités comptent faire de l'eau un pilier de développement. Le Sénégal, pays leader en la matière, se positionne pour une participation féconde à l'événement. On va présenter les acquis du Sénégal en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement, je l'ai dit. Les dernières années, beaucoup d'efforts ont été faits pour régler la question de l'accès à l'eau, mais également la gouvernance même de l'eau. Parce que récemment, on a partagé même les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des ressources en eau, ce qui fait que ce soit au niveau interne mais au niveau international, le Sénégal tient toujours sa place de leader en matière de politique de l'eau. L'eau, définie comme vecteur de paix, peut être source de tension. Pour y remédier, le pavillon Sénégal à Bali sera un cadre de réflexion sur l'accès et la durabilité de ce liquide précieux. Dans le cadre de ce forum, le Sénégal va mettre en place ce qu'on appelle le pavillon Sénégal. Et ce pavillon permettra aux acteurs que nous sommes de prendre part à toutes les hautes réflexions autour de l'eau. Aujourd'hui, vous savez que le défi majeur, c'est de régler carrément l'accès à l'eau et à l'assainissement, l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, en droite ligne avec les objectifs de développement durable, mais également en droite ligne avec les orientations politiques actuelles. Donc c'est vraiment régler l'eau pour l'accès à l'eau pour tous les usages, que ce soit eau potable, usage agricole, industriel. Au Sénégal, beaucoup d'efforts ont été consentis ces dernières années. Objectif, une eau de qualité accessible à tous, partout sur le territoire national. Le service de la dette du Sénégal pour l'année 2024 s'élève à plus de 1800 milliards de francs CFA. Selon le FMI, notre pays présente un profil de risque de surendettement modéré. Le sujet fait débat chez les économistes qui estiment que le Sénégal devrait plutôt compter sur ses propres ressources au risque d'hypothéquer sa croissance. C'est le sujet de la rubrique économie avec Aminata Mbengue-Fall. La situation économique du Sénégal connaît depuis quelques années une évolution en dents de scie. Cela s'explique par les chocs exogènes. D'importants progrès sont notés cependant dans le développement des infrastructures, des investissements publics qui justifient la hausse du taux d'endettement,
de notre pays. Mais le Sénégal reste un client fiable, selon le FMI. Le FMI dit que le Sénégal est capable de payer sa dette sur la durée. D'ailleurs, depuis 1993, il n'y a pas une seule année où le Sénégal a fait défaut. Le Sénégal paye toujours sa dette. Et donc ça, c'est le plus important. Aujourd'hui aussi, on n'a pas encore atteint, en tout cas d'après les calculs du gouvernement, sur la base des normes retenues dans les critères de convergence de l'UEMOA, on n'a pas atteint 70%. On est à 69,3% si mon mémoire est bonne. Et donc ça veut dire qu'on reste en dessous de l'objectif. Un taux d'endettement qui fait débat chez les économistes. Pour certains, le Sénégal a dépassé le seuil fixé par l'UEMOA. Vous avez l'État central, c'est-à-dire le ministère des Finances qui mène la politique gouvernementale, avec tout l'endettement des stades, etc., à péage, tout ce que vous voulez. Et maintenant, à côté de ce principal-là, il y a les démembrements de l'État, comme la RTS, comme l'université. Et ces entreprises-là bénéficient de subventions de l'État pour leur fonctionnement. C'est-à-dire que ce n'est pas des entreprises qui ont des recettes capables de les soutenir. Et donc, ces structures-là ont besoin souvent, avec leur autonomie de gestion, souvent d'aller emprunter de l'argent, comme chez nous, on emprunte souvent à la banque pour faire un bâtiment à l'université. L'État, c'est un tout global. Et quand donc, on parle de dette publique, on doit mettre effectivement ce tout global-là. Et c'est ça qui fait que nous parlons d'environ 80% d'endettement. Maintenant, si vous enlevez les démembrements pour dire que non, nous ne sommes pas responsables, nous sommes responsables que de ce qu'est l'État central, alors là, c'est là où le taux peut avoisiner les 69 et 70%. Le service de la dette pour l'année 2024 s'élève à 1826,5 milliards de francs CFA. Et dans l'analyse de viabilité de la dette, le FMI considère que le Sénégal présente un profil de surendettement modéré. Chaque mois, on prend 150 milliards qu'on met dans les intérêts de la dette, ce qui est élevé. Parce que ces 150 milliards, on aurait pu les mettre dans l'agriculture, dans la pêche ou dans la production industrielle. On rapporte le service de la dette aux exportations. Et on rapporte aussi le service de la dette aux recettes budgétaires. Et si vous prenez tous ces deux critères-là, le Sénégal est dans une zone rouge. Donc c'est une zone qui peut vous montrer que ce pays-là, c'est un pays qui peut ne plus pouvoir honorer ses engagements. Et ça peut freiner l'ardeur de certains investisseurs. L'amélioration de l'efficacité des investissements publics, le renforcement du secteur privé, des réformes institutionnelles pour stimuler l'environnement des affaires ou encore le rebasing, autant de solutions envisagées. Avec le rebasing, la révision des méthodes de calcul du PIB qui est en train d'être faite par l'ANSD, on devrait avoir une augmentation du PIB. Ça permettrait de réduire le ratio de la dette parce que le PIB est au dénominateur. Donc si le dénominateur augmente, bien évidemment le ratio diminue. Et donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça nous permettra d'avoir plus de marge de manœuvre pour la dette. Il y a quand même des perspectives qui peuvent permettre de redresser la situation. Il y a quand même des perspectives qui peuvent permettre de redresser la situation à très court ou moyen terme. Par exemple, il y a l'exploitation du pétrole et du gaz. Même si ce n'est pas en 2024, à partir de 2025, cela peut améliorer la situation. Je crois qu'ils vont partir sur un nouveau paradigme. Et donc, compter davantage sur les ressources propres internes, que ce soit revoir les redevances sur l'or, sur le zircon, revoir aussi ces redevances sur le pétrole et gaz, et bâtir une nouvelle assiette fiscale qui permettrait à tout le monde de payer, enlever les exonérations, avec une équité franchement qui ne nuirait plus aux activités économiques des uns et des autres. Comment faire pour mieux tirer profit de la dette? 150 milliards par mois. Le Sénégal gagnerait à revoir son niveau d'endettement au risque d'hypothéquer sa croissance. Actualité religieuse avec le Daca de Médina Gounass. L'utilisation de bonbonnes de gaz est prohibée sur le site qui abrite la retraite spirituelle. Il faut dire que dans le passé, elle a connu à plusieurs reprises des incendies causés
par les habitations de fortune. Tidiane Cissé. Dans ce restaurant à ciel ouvert ou comme partout dans le Dakar, ce sont les hommes qui font la cuisine. Au menu de ces deux cuisiniers aujourd'hui, le mafé et le plat national du Sénégal, le thieboudienne. Ici, ce sont les hommes qui font tout. Ce sont eux qui préparent le déjeuner, le dîner et le petit déjeuner. On s'est donné des surnoms. Il y a Aïda, Fatou, c'est moi que l'on appelle Soukena. Que ce soit le nettoyage, la lessive, la cuisine, ici les travaux domestiques sont exécutés par les hommes. Car durant les 10 jours de cette retraite spirituelle, les femmes ne sont pas autorisées à venir au Dakar. Résultat, partout dans le site, ce sont les hommes qui jouent le rôle des femmes. Moi, je viens de Gossas. Je suis venu ici en tant que pèlerin, mais aussi pour travailler et avoir de l'argent. Non, gaz, interdit quoi. Nous n'utilisons pas de gaz car avant de venir ici, j'ai appris à la radio que leur utilisation était interdite dans le site du Dakar, que c'était dangereux pour la sécurité des pèlerins. Même en préparant, il y a toujours de l'eau à côté en cas de vent. Ce vendeur de café Touba est à son premier Dakar. Il fait partie de ceux qui ont appris à la radio que les bonbons de gaz sont interdites au Dakar de Médina Gounass. C'est pourquoi il a très tôt pris cette disposition. C'est vrai qu'avant de venir ici, j'ai appris que c'était interdit d'utiliser les bonbons de gaz au Dakar. Personnellement, je crois que ce soit le gaz, le charbon ou le bois, c'est la même chose. C'est pourquoi j'ai acheté ce réchaud pour préparer mon café. Quand on décide d'aller chez autrui, il faut respecter les règles, ou sinon on reste chez soi. lu tax ñu duñu utiliser gaz ci walum togg bi dañuy jéma éviter manam ci walum taal bi. Nous n'utilisons pas les bonbons de gaz. Nous voulons éviter d'être à l'origine de feux dans le Dakar, comme ce qui s'est passé il y a quelques années. Que Dieu nous en préserve. Car avec le gaz, les risques sont énormes. C'est pourquoi nous préférons cuisiner avec le bois. Té loolu lañuy éviter motax ñuy jéma jël def li rek comme habitude la. Ñun li lañu fekk manam suñu cosaan la. Malgré les restrictions concernant l'utilisation de ces bonbons de gaz, la gendarmerie a procédé à la saisie d'une dizaine de bouteilles de gaz dans le site du Dakar. Et puis au Dakar de Médina Gounass, le chapelet est un objet incontournable. À côté des modèles importés, il y a ceux confectionnés sur place par des Sénégalais qui ont installé leur quartier dans le site. Focus sur ces artisans qui perpétuent en legs, nous dit Abdoulaye Sinkarme. Dans cet atelier de fortune, le bruit des machines ne connaît pas de répit. Ce semblant de désordre est le cadre d'un travail à la chaîne des plus minutieux. À la fin de chaque journée, une quinzaine de chapelets en moyenne est produite ici. Nous produisons entre 10 et 20 chapelets par jour. Cela dépend de l'état de forme des uns et des autres. Ce travail, Demba Wagne et ses frères l'ont hérité de leurs parents, qui ont su garder et transmettre le lait des anciens. Nous avons hérité ce travail de nos parents. Il demande de la patience et de l'abnégation. Sur ces petits bouts de bois, les artisans ont imprimé une signature de qualité pour un produit qui défie le temps et la mode. Il y a différents types de bois, comme le djalamban, le bani, mais ce bois que nous travaillons présentement est plus cher. Ce chapelet peut durer 20 ans, alors que les chapelets importés ne dépassent pas 2 ans. L'activité nourrit bien son homme, même si la concurrence commence à faire de l'ombre. Il n'y a pas de prix fixe.
Un chapelet peut coûter 100 000 francs. Il y a aussi des modèles à 10 000. Notre produit n'a rien à voir avec les chapelets importés, qui peuvent coûter même 500 francs. Malgré tout, les chapelets sortis de l'atelier de Demba restent parmi les plus prisés. Le modèle le plus cher, c'est le Yusru, qui peut coûter jusqu'à 75 000 francs. Les artisans d'à côté travaillent tous avec le bois bahli. C'est très prisé et ce n'est pas très cher. Dans ce haut lieu de spiritualité et de dévotion qu'est le Dakar, le chapelet reste sans nul doute l'un des objets les plus utilisés. Et puis c'est avec une profonde tristesse que la communauté de la lutte sénégalaise a appris hier le décès de Gaston Mbengue, survenu ce mercredi des suites d'une longue maladie, figure emblématique du milieu de la lutte. Il était connu pour être l'un des plus grands promoteurs de ce sport au Sénégal, marquant ainsi l'histoire de la lutte sénégalaise. Et puis, avec son décès, la reine sénégalaise perd un de ses plus grands acteurs, pendant que la médiation sociale pleure une bonne volonté, toujours prompt à offrir ses bons offices dans tous les combats. Il a pu gagner bien des batailles avant de baisser la garde pour l'ultime combat Gaston Mbengue ou le dernier bac du champion. L'hommage de la rédaction est signé Ousmane Gari Faye. C'est un promoteur émérite qui tire sa révérence, un self-made man assumé, un modèle de réussite, d'engagement et d'abnégation qui casse sa pipe, laissant orphelin son monde. Mais au-delà, c'est tout un pays qui s'incline devant la mémoire d'un promoteur de la paix et du vivre ensemble, un médiateur social de l'ombre comme jamais le pays n'en a connu. Sa vie durant, l'homme a travaillé dans l'intimité des foyers, du monde des affaires comme des sphères politiques, à rapprocher les positions les plus divergentes et dénouer les crises les plus aiguës. Homme affable, personnalité remarquable. Celui qui a révolutionné la lutte au Sénégal, favorisé l'érection d'une industrie et développé sa chaîne de valeur, était connu pour son franc-parler et ses prises de position tranchées à chaque fois que l'intérêt national le commandait. Même si le Sénégal du sport en général et de la lutte en particulier le savait malade, la nouvelle de son décès a sans doute eu l'effet d'une bombe qui aura secoué plus d'une chaumière de son Ndiambour natal qu'il quitta à la fleur de l'âge à Dakar, où il s'est fait seul en s'attaquant étape par étape aux défis existentiels qui se posaient sur son chemin dans sa marche glorieuse vers le succès et la réussite. Armé de l'intime conviction que la réussite arrive au bout de l'effort. Ad Augusta, Père Angusta diraient les Romains, vers des voies augustes par des chemins étroits. Dans Hernanite Victor Hugo, le viatique a servi de mot de passe aux insurgés. Il résume aujourd'hui plus que jamais la trajectoire personnelle de ce fils émérite du Ndiambour, parti de rien pour devenir une voix qui compte dans l'espace public, comme aimait-il à le rappeler à ses contemporains pour que son histoire puisse servir d'exemple. Le défunt promoteur a réussi à se faire une place au soleil en s'imposant par sa rigueur, le travail et le sens du sacrifice dans un environnement social marqué par la fainéantise et la recherche du gain facile. Le promoteur s'en est allé cette nuit, mais derrière lui, le legs est immense et beau. À charge pour tous ceux qui en sont les légitimes héritiers de perpétuer l'œuvre du combattant. Gaston Mbengue, le Don King, le promoteur, justement, a rendu l'âme hier à Dakar, les suites d'une longue maladie. Il a contribué au rayonnement de la lutte en sport bien de chez nous avec l'organisation de grandes affiches. Gaston Mbengue, c'est plus de 30 ans au service de la lutte sénégalaise. Ibrahima Mboup. Une perte immense pour la lutte sénégalaise. Ce sport traditionnel était sa passion. Gaston Mbengue a organisé son premier combat en 1990 avec Maguette Diouf, président de l'ASAC Ndiambour à l'époque, pour trouver des fonds au bénéfice du club lougatois. Après cette expérience, Gaston Mbengue met en place Gaston Productions en 1992, une structure spécialisée dans l'événementiel qui chapeaute l'organisation des grandes affiches.
Tous les grands ténors de l'arène sénégalaise ont bénéficié des cachets de Gaston Mbengue, souvent à coups de millions, avec le soutien de grands sponsors, des combats hyper médiatisés grâce à la magie de la télévision. En tant que promoteur, il a toujours voulu que les lutteurs vivent de leur art et jouissent d'un statut social respectable. Il savait aussi dénicher des jeunes talents. C'est dans ce cadre qu'il a innové avec le CLAF, championnat de lutte avec frappe en 2005. C'est ce tournoi qui a révélé les Balla Gaye 2, Modulo, Tapha Tine, Zos, Bathie Seras, Issa Pouye, Lac de Guiers et tant d'autres. Gaston Mbengue, ce n'est pas seulement la lutte. Il était aussi un dirigeant de football, président de son club de cœur, le Ndiambour de Louga, membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Il était un self-made man, un homme taquin, avec un bon relationnel proche des médias, qui avait le courage de ses idées. Il quitte la scène après avoir rendu un grand service à la lutte sénégalaise. Le Don King de l'arène a livré son dernier combat contre la maladie, un adversaire souvent coriace et difficile à cerner. Que la terre de Yoff lui soit légère. Football, justement, Coupe du Sénégal, fin de rêve pour ASC Ayo des Agnam, l'unique rescapé et le seul espoir de la région de Matam a été éliminé au tir au but par le Jaraaf de Dakar lors de cette 16e de finale tenue au stade régional de Matam. C'est pourtant Ayo qui avait ouvert le score avant de marquer en but contre son camp. Les temps forts avec Ibrahima Pabité. C'est ce but contre son camp survenu à la 45e minute qui a compromis la qualification de Ayo des Agnam. Poussé par ses supporters, Ayo avait ouvert le score dès la 15e minute par Papa Alladien et opposé une résistance très forte face au très expérimenté Jaraaf. Jusqu'à la fin des 90 minutes, aucun autre but encaissé de part et d'autre. Et c'est la fatidique épreuve des tirs au but qui les départage. À 4, c'est le score final. Le ticket de la qualification, soufflé par le fort vent de Matam, s'est retrouvé à Keur Jaraaf. Je rends grâce à Dieu, comme toujours. Je pense qu'après une victoire, il faut toujours se remettre à Dieu. On a joué contre une belle équipe, Ayo, qui a été vraiment présent dès l'entame du match. Ils n'ont eu aucun complexe contre le Jaraaf. Ils ont joué. Et je pense qu'ils ont même parfois joué jeu égal avec le Jaraaf. Ils ont marqué le premier but parce que aussi, mes gosses ont un peu sous-estimé l'équipe. Quand on sous-estime une équipe qu'on ne connaît pas et que cette équipe-là possède beaucoup de bons joueurs, en fin de compte, après les gosses, on savent que si on ne réagit pas, on risque de prendre même l'eau. C'est à ce moment, les gosses ont commencé à jouer, on a remis les pendules à l'heure. Je pense qu'en deuxième période, quand même, on a pressé haut, on a joué attaque-défense, on a eu des occasions, on a eu un penalty, l'arbitre n'a pas sifflé. Mais quand même, dans l'ensemble de cette partie, je pense qu'Ayo a répondu présent. Ça a été un match difficile pour le Jaraaf, mais heureusement pour nous, après les tirs au but, je fais qu'on a gagné. Je rends grâce à Dieu et je continue mon chemin. Qualification, oui, mais à quel prix? Ça a été chaud, parce qu'on a vu une très belle opposition devant nous. On a vu une équipe compacte, une équipe qui joue ensemble, qui prend du plaisir à se battre ensemble. Et aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait normal. C'est la hiérarchie qui a été respectée. Le Jaraaf est supérieur sur le plan qualité, sur le plan des ambitions par rapport à cette équipe de Ayo. Et aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas à rougir de cette défaite. Ils se sont battus jusqu'à la dernière minute. La qualification en poche, les yeux sont rivés vers les étoiles. Je suis revenu au Jaraaf, c'est pour gagner. Il n'y a pas autre chose, c'est pour gagner. Du côté des vaincus, la déception est certes forte, mais l'on reconnaît le talent de l'effectif des joueurs. Décourage à mon équipe. Et je lui dis encore félicitations encore plus. Parce que ce n'était pas un match facile. Donc le Jaraaf de Dakar, c'est une grande équipe.
Bon, on a maîtrisé le match durant les 45 minutes. On avait l'opportunité de marquer un point. Et puis, donc, erreur s'est commise à la défense, dont ils ont revenu à le score. Donc, en deuxième mi-temps, on était là pour pousser encore l'équipe pour marquer le deuxième. Et on n'avait pas la chance. J'ai dit félicitations à mes gosses parce que je suis fier d'eux, quoi, machallah. Mais les supporters de Hayo des Agnam peuvent encore se sentir réconfortés avec cette bonne nouvelle. Hayo des Agnam est déjà qualifié en National 1, Inch'Allah Rabbi. Mais bon, il nous reste un match à jouer, c'est un match de gala. Bon, de plus, c'est ça, quoi. Mais Hayo est en National 1. Championnat d'Afrique senior de natation, la nageuse sénégalaise Oumy Diop a obtenu la médaille d'argent aux 50 mètres papillon. Elle a fait en chrono de 27 secondes et 67 centièmes mardi. Oumy Diop avait décroché la médaille de bronze aux 100 mètres nage libre en 38 secondes, c'est centièmes, battant le record du Sénégal. 6 nageurs sénégalais représentent justement notre pays à ses 16e championnats d'Afrique de natation qui se tiennent à Luanda, en Angola, jusqu'au 5 mai. Et pour terminer, nous parlons de la célébration du 1er mai à la Sénélec. Le Sutelec, le syndicat unique des travailleurs de l'électricité et la direction générale ont organisé un symposium. Quelle politique du secteur pour une souveraineté énergétique à l'ère du pétrole et du gaz? C'est le sujet qui a été à l'ordre du jour, le reportage de Amadou Diallo. Les syndicats Sutelec et SICA célèbrent ainsi la fête du 1er mai. Les réflexions ont porté sur les attentes de l'arrivée du pétrole et du gaz, ce qui va permettre à Sénélec d'offrir des tarifs d'électricité parmi les plus compétitifs du continent, répondant ainsi aux besoins de la population. Au-delà de la dimension festive, nous allons aujourd'hui jeter les bases d'une réflexion profonde sur les problématiques de la meilleure politique du secteur, avec d'une part l'avènement du gaz et du pétrole, et d'autre part les orientations idoines qu'il faut dans la distribution et la vente d'énergie afin de garantir une stabilité dans la chaîne de valeur d'une société orientée produit vers une société orientée client. Sénélec se distingue désormais par l'excellence de ses performances et son leadership sous-régional. Néanmoins, les défis persistent et les autorités s'engagent à toujours y apporter des solutions pour le bien-être du personnel. Aujourd'hui, Sénélec fournit l'électricité à la Gambie. Sénélec fournit l'électricité à la Mauritanie. Et Sénélec est en train de fournir jusqu'à 120 MW à nos voisins de la Guinée-Conakry. Pour dire que l'entreprise est devenue ce hub que nous avions pensé en attendant l'arrivée du pétrole et du gaz qui nous permettront d'avoir parmi les tarifs de l'électricité les plus compétitifs de l'Afrique. Les syndicats constituent un partenaire privilégié dans un contexte de production de pétrole et de gaz dans notre pays. Ce thème que vous avez fait aujourd'hui, qui est la politique du secteur pour une souveraineté énergétique à l'ère du gaz et du pétrole, au-delà de son actualité, nous interpelle tous. Dans ce cadre, notre secteur, celui de l'énergie, est principalement interpellé car toutes les souverainetés susceptibles de fonder et de soutenir un État libre, c'est-à-dire la souveraineté énergétique, est l'une des plus stratégiques et les plus désirées. En cette fête des travailleurs, le rôle non négligeable des syndicats à Sénélec a été souligné, surtout dans le contexte de la production du pétrole et du gaz, avec notamment la stratégie Gaz to Power. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous sur la RTS.